nous avons montré d'après l'activité, ou bien à partir de l'activité expérimentale 3, dans la question 5, on déduire l'influence de la concentration initiale des ions I- sur la solution. Nous avons montré que le bichère dans lequel la concentration initiale des ions iodures est grande, c'est celui qui correspond à la réaction la plus rapide. Donc, maintenant, on va répondre à la question 6 et à la question 7. La question 6 montre que l'eau oxygénée est le réactif limitant dans les trois bichères et déterminer la valeur de X max. Donc, la première des choses à faire, on doit dresser le tableau descriptif de la réaction. Voilà, équation de la réaction, état du système. Nous avons trois états: état initial au cours de la transformation, état final. L'avancement à l'état initial égale à 0. À un instant t au cours de la transformation, X à l'état final, X max. Ici, nous avons les quantités de matière. Les protons H+ sont en excès parce que l'acide sulfurique utilisé est concentré. L'eau est aussi en excès parce que on a une solution aqueuse. L'eau et le solvant. N initial, ici N initial 0. À l'état, ou bien à un état, dans un état intermédiaire, c'est-à-dire à un instant t, à partir de N initial, de l'eau oxygénée, il reste N initial moins X parce que le coefficient ici c'est 1. Donc on aura. Par contre, la quantité de matière restante des ions iodures c'est N initial moins 2X parce que nous avons 2. La quantité de matière formée de I2 c'est X. Même chose dans l'état final. La quantité de matière restante de l'eau oxygénée c'est N initial moins X max. Des ions iodures N initial moins 2X max. La quantité de matière de I2 formée à l'état initial, c'est X max. Donc, pour déterminer le réactif limitant, on va supposer que H2O2 est un réactif limitant. Donc, si H2O2 est le réactif limitant, alors sa quantité de matière finale est nulle. Or, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale, c'est N initial moins X max. Donc, N initial moins X max égale à 0. Donc, on obtient X max égale à N initial H2O2. Dès le départ, la solution de H2O2, sa concentration est C0 et son volume est V0. Donc, la quantité de matière initiale est C0 fois V0. Il faut regarder, ou bien il faut revoir l'énoncé de l'activité. Maintenant, en supposant que I- est un réactif limitant, donc sa quantité de matière finale égale 0, ça veut dire N initial moins 2X max égale 0, on obtient donc X max égale à N initial I- sur 2. Or, la solution qui contient les ions iodures initialement, sa concentration est C, il est donné, mais le volume V dépend de chaque bichère. Dans le bichère 1, nous avons vu que V égale à 10. Dans le bichère 2, le volume égale à 20. Dans le bichère 3, le volume V égale à 40. Donc maintenant, on a deux valeurs possibles de X max. CV, C0, V0 et CV sur 2. Il faut toujours prendre la valeur la plus petite. Donc on va comparer dans chaque bichère C0, V0 et CV sur 2. Pour déterminer le réactif limitant dans chaque bichère, on compare les deux valeurs C0, V0 et C sur CV sur 2. Donc, dans le bichère 1, C0, V0, il est donné, il est la même, 5, 10, moins 4 mol. Donc, il faut revoir l'énoncé de l'activité.
CV sur 2. C, c'est 0,2 mol par litre. Le V dans le bichère 1, le V, le volume de la solution d'iodure de potassium, c'est 10 millilitres. On l'a converti en litres, donc on trouve 10 à la puissance moins 3. Donc, C0V0, ça veut dire la première valeur de X max égale à 5, 10 moins 4 et la deuxième valeur 10 moins 3. La plus petite, bien sûr, c'est 10 à la puissance moins 4. C'est pour cela, dans ce cas, X max égale à 5, 10 à la puissance moins 4 et le réactif limitant, bien sûr, c'est lui qui correspond à la valeur la plus petite. Donc, c'est H2O2. Donc, puisque C0V0 est inférieur à CV sur 2, donc le réactif limitant est H2O2 et l'avancement maximal est X max égale à 5, 10 à la puissance moins 4. Ça, c'est pour le bichère 1. Dans le bichère 2, on va faire la même chose. C0V0 est la même dans les trois bichères, donc il ne va pas changer, c'est 5, 10, moins 4. Par contre, CV va changer parce que le volume dans le bichère 2, le volume égale à 20. Le volume, bien sûr, de la solution des ions iodures. Donc, on va trouver ici 2, 10 à la puissance moins 3, la même chose. C0V0 est inférieur à CV sur 2, donc le réactif limitant, c'est l'eau oxygénée et l'avancement est X max égale à 5, 10 à la puissance moins 4. Dans le bichère 3, on a toujours CV0 est constante. CV sur 2 égale à 0,2. Le volume, cette fois-ci, égale à 40 millilitres. Donc, on trouve 4, 10 moins 3. On a toujours C0, V0 est inférieur à CV sur 2. Donc, le réactif limitant est H2O2. Et l'avancement maximal vaut 5, 10 à la puissance moins 4. Donc, on a montré que dans les trois bichères, l'eau oxygénée et le réactif limitant et la valeur de X max, l'avancement à l'état final, est le même pour les trois bichères, 5, 10 à la puissance moins 4. Maintenant, on va répondre à la question numéro 7. La question numéro 7, calculer la quantité de matière de diode I2 à l'état final pour chaque bichère. Comment deviendra la couleur des trois mélanges à l'état final? Donc, on va répondre à la septième question. Bien sûr, on va utiliser le tableau d'avancement. Pardon. Voilà. D'après le tableau descriptif, la quantité de matière de iode formée est, à l'état final bien sûr, et N final égale à X max. On va revoir le tableau d'avancement. Vous voyez ici dans la case des ions, dans la case de diode, à l'état final, la quantité de matière formée est X max. Donc, N final I2, c'est X max. N final I2, c'est X max. Donc, d'après le tableau descriptif, la quantité de matière de diode et de formée à l'état final dans chaque bichère est N final I2 égale à X max. Et X max, il est le même dans les trois bichères, c'est 5, 10 à la puissance moins 4 mol. La quantité de matière de diode formée à l'état final dans chaque bichère est la même. Donc, la concentration de diode dans les trois bichères est la même à l'état final. Ce qui signifie que les trois mélanges prennent la même valeur à l'état final. Bien sûr, au début de l'expérience, la couleur est différente parce que la réaction n'a pas la même vitesse dans chaque bichère. Nous avons vu que la réaction est plus rapide dans le bichère 3, puis dans le bichère 2, puis dans le bichère 1. Donc, nous avons ici cette photo est prise à un instant avant l'état final. Pourquoi on a précisé avant l'état final? Parce que
nous viendrons de montrer tout à l'heure que à l'état final, ces trois bichères auront la même couleur parce que à l'état final, il se forme dans les trois bichères la même concentration de I2. Donc c'est pour cela, à l'état final, on ne peut pas distinguer les trois bichères, ou bien on ne peut pas distinguer la couleur, et elle est la même. Donc par contre, à un instant avant l'état final, la quantité de iode I2 n'est pas la même, c'est pour cela chaque bichère a une couleur. Mais à la fin, lorsque la transformation atteint son état final, la quantité de matière formée dans les trois bichères est la même. Donc, la concentration de I2 à l'état final est la même. Donc, on aura la même couleur à l'état final dans les trois bichères. Généralisation. Bien sûr, ce qu'il faut retenir de l'activité 1, ce qu'il faut retenir, c'est la question numéro 5. Les autres questions entrent dans le cadre bien sûr, de soutien et de consolidation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la question numéro 6. Comment influence la concentration initiale sur les ions iodures? Nous avons vu que le bichère dans lequel on a la plus grande quantité de matière initiale des ions et-, c'est lui qui correspond à la réaction la plus rapide. Donc, ceci, on va le généraliser. Donc, généralisation. Plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. Bien sûr, lorsqu'on a un même système chimique, plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. Et inversement, si la concentration initiale des réactifs est faible, la vitesse de la réaction va diminuer, bien sûr. Donc, plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. Bien sûr, si on diminue la concentration initiale des réactifs, la vitesse, on va ralentir la vitesse de la réaction. Donc, il faut retenir cette généralisation. Donc, en général, c'est la concentration initiale est grande, la vitesse de la réaction est grande aussi. Normalement, dans cette expérience de l'activité expérimentale 3, on a maintenir toutes choses constantes, on a varié seulement la concentration des ions iodures. On aurait pu faire le contraire, on aurait laissé la concentration des ions iodures constante et changer la concentration de l'eau oxygénée ou bien de l'acide sulfurique. On aura le même résultat. Le bichère dans lequel la concentration initiale des réactifs est grande, c'est lui qui correspond à la réaction la plus rapide. Donc, je vais recommencer la généralisation à retenir. Plus la concentration initiale des réactifs est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. Maintenant, on va passer au paragraphe petit 2, influence de la température. Nous avons vu l'influence de la concentration initiale. Maintenant, on va voir l'influence de la température. Activité expérimentale numéro 4. Dans deux tubes à IC1 et 2, on verse un volume V1 d'acide oxalique
de concentration C1. On plonge le tube numéro 1 dans un bain marée de température 20 et on plonge le deuxième tube dans un bain marée de 40 degrés Celsius. La différence entre les deux tubes, c'est que l'un est plongé dans 20 degrés Celsius et l'autre dans 40 degrés Celsius. On ajoute au même temps aux deux tubes le même volume V2 d'une solution aqueuse de permanganate de potassium de couleur violette. Observation. La couleur violette caractéristique des ions MnO4- disparut dans le tube 2 plus vite que dans le tube 1. Donc, ici à l'instant 0, les deux tubes ont la même couleur. À un instant T1, vous voyez dans le tube 2, la couleur commence à disparaître. Par contre, à un instant ultérieur T2, la couleur est déjà disparue dans le tube 2. À un instant T3 plus loin, là, la couleur est disparue totalement dans le tube 2. Il reste un tout petit peu dans le tube numéro 1. Donc, ce qu'il faut conclure de cette expérience, c'est que la réaction dans le tube 2 est plus rapide que dans le tube 1, puisque la couleur disparaît dans le tube 2 avant le tube 1. Donc, on dit que la réaction est rapide dans le tube 2. Donc, c'est ça, la photo nous donne l'évolution de la valeur de chaque, la photo nous donne l'évolution de la couleur de chaque mélange au cours du temps. La première question, écrire l'équation de la réaction qui se produit dans chacun des tubes. On donne les couples. On déduire l'influence de la température sur la vitesse de la réaction qui se produit. Donc, la première question, on a déjà vu comment faire ou bien comment écrire l'équation bilan. Donc, équation de la réaction. Les réactifs sont d'après les données l'oxydant MnO4- et le réducteur ici qui est l'acide oxalique H2CO2. Donc pour le couple MnO4-, nous avons déjà vu comment écrire la demi-équation dans la première séance, dans un exercice d'application. Je vous conseille de la regarder une deuxième fois. Donc MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H2O. Donc on va, pour le deuxième couple, le réactif est l'acide oxalique, H2C2O4. Je vais l'écrire à gauche. À droite, on écrit son conjugué qui est CO2 dans ce cas-là. On va équilibrer le carbone. Vous avez le carbone, ici 2, ici 1. Donc on doit multiplier par 2. L'oxygène, nous avons 4. Ici, nous avons 2 fois 2, c'est 4. Déjà équilibré. L'hydrogène, on a ici 2 atomes. Donc, on doit ajouter 2 protons de l'autre côté. Donc, pour équilibrer la charge, il faut ajouter des électrons. Toujours, on ajoute les électrons du côté de l'oxydant du couple. L'oxydant du couple, c'est le CO2. Donc, on va ajouter les électrons à droite dans ce cas. Donc, on a ici la charge 0. Ici, nous avons 2 charges positives. Donc, on doit ajouter 2 charges négatives sous forme de 2 électrons à droite. Donc, c'est ça la deuxième demi-équation. Donc, avant de faire la somme membre à membre des demi-équations, on doit équilibrer le nombre d'électrons échangés entre le réducteur et l'oxydant. Donc ici nous avons 5, ici nous avons 2. Donc le plus grand ou bien le plus petit multiple commun entre 5 et 2, c'est 10. Donc on doit multiplier celle-là par 2 et celle-là par 5. On équilibre le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur en multipliant la première demi-équation par 2 et la seconde par 5. Comme ça, on aura à gauche, on aura 5 fois 2, ça veut dire 10 électrons. Et à droite, on aura 2 fois 5, c'est 10 électrons. Donc, lorsqu'on fait la somme membre par membre, les électrons
vont se simplifier et n'apparaissent pas dans l'équation bilan de la réaction. Donc on fait maintenant la somme. 2MnO4 moins 5H2C2O4. Ici, pour les ions H+, on a 8 fois 2, ça veut dire 16 protons, 16 H+, à gauche. Et à droite, on a 2 fois 5, 10. Donc on va simplifier par 10, donc il reste 6 à gauche. Ici, multiplié par 2, 2Mn2 plus ici, fois 2, fois 5, ça sera 10 CO2. Ici, vous avez 4 fois 2, ça sera 8H2O. Donc, c'est ça l'équation bilan de la réaction. On va vérifier est-ce qu'il est équilibré. Nous avons deux atomes Mn. Ici, nous avons l'oxygène 4 fois 2, 8, plus ici 4 fois 5, 20, c'est 28. Donc, l'oxygène 28 à gauche. À droite, 10 fois 2, 20, plus 8, c'est 28. Donc, c'est bien équilibré. Le carbone, vous avez 2 fois 5, 10. Ici, vous avez 10. L'hydrogène, 2 fois 5, 10, plus 6, 16. 8 fois 2, 16. Donc, il est équilibré. La charge maintenant, à droite, ici, nous avons 2 fois 2 plus, c'est plus 4. Donc, on a 4 charges positives à droite. À gauche, nous avons 6 plus moins 2, ça sera 4 plus. Donc, 4 charges positives à gauche. Donc, l'équation bilan est bien équilibrée. Maintenant, la dernière question. En déduire l'influence de la température sur la vitesse de la réaction. Bien sûr, là, nous avons vu, d'après l'évolution de la couleur au cours du temps, la réaction est plus rapide dans le type 2, parce que la couleur disparaît plus vite dans le type 2 que dans le type 1. Donc, on peut dire que plus la réaction est rapide dans le type qui a la plus grande température. Donc, la deuxième question, la réaction est plus rapide dans le mélange qui a la température la plus élevée. Ici, bien sûr, le tube numéro 2. Donc, ce cas est général. Généralisation. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. C'est-à-dire, si la température est élevée, la vitesse de la réaction est grande. Bien sûr, si on diminue, l'inverse est vrai. Si on diminue la température, on va ralentir la transformation chimique. Donc, il faut retenir ceci. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus grande sera la vitesse de la réaction. La réciproque est aussi vraie. Maintenant, on va voir le dernier paragraphe, ou bien avant le dernier paragraphe. Voilà. Définition des facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques sont des paramètres qui influencent la cinétique d'une transformation chimique. La cinétique, elle a une relation avec la vitesse. La cinétique étudie les transformations chimiques. Il s'intéresse à l'étude de la vitesse des transformations chimiques. Donc, les facteurs cinétiques sont des paramètres qui influencent la cinétique d'une transformation chimique. Ça veut dire qu'ils influent sur la vitesse d'une transformation chimique. Ils peuvent, ça veut dire les facteurs cinétiques, ils peuvent augmenter la vitesse d'une transformation lente ou diminuer la vitesse d'une transformation rapide ou indésirable. Indésirable, ça veut dire que l'on ne veut pas. Entre parenthèses, un facteur cinétique modifie la durée de l'évolution d'un système chimique. Modifier la durée, ça veut dire la durée de l'évolution, c'est le temps nécessaire pour atteindre l'état final. Un facteur cinétique en général modifie la durée d'évolution d'un système chimique. Il peut augmenter ou bien diminuer la durée d'évolution d'un système chimique. Donc, un facteur cinétique modifie la durée d'évolution d'un système chimique. La durée d'évolution d'un système chimique, c'est le temps
nécessaires pour atteindre l'état final. Donc, la température, nous avons vu que l'élévation de la température accélère la vitesse de la réaction, ou bien augmente la vitesse de la réaction. La diminution de la température ralentit la réaction. La même chose, la concentration initiale des réactifs, lorsqu'il est grande, la réaction va vite. Le contraire, si on diminue la concentration initiale des réactifs, on va ralentir la vitesse de la réaction. Donc, on peut conclure que la température et la concentration initiale des réactifs, d'après cette définition, ce sont des facteurs cinétiques. La température et la concentration initiale des réactifs sont des exemples de facteurs cinétiques. Donc, à la fin de l'année, on va voir un autre facteur cinétique qui s'appelle le catalyseur. Mais maintenant, on va s'intéresser seulement à la température et à la concentration initiale des réactifs comme facteurs cinétiques. Le dernier paragraphe, application des facteurs cinétiques. Pourquoi on utilise les facteurs cinétiques? 1. Accélération des transformations chimiques. Les transformations chimiques sont accélérées en augmentant la température du milieu réactionnel ou en augmentant la concentration initiale des réactifs. Exemple. Dans l'industrie, de nombreuses réactions sont très lentes à température ambiante. Pour atteindre les objectifs de rentabilité, ça veut dire pour avoir une grande production dans une usine par exemple, il est donc nécessaire de chauffer. Chauffer, ça veut dire augmenter la température. Il est donc nécessaire de chauffer le milieu réactionnel. C'est le cas par exemple pour la synthèse de l'ammoniac NH3, c'est un exemple. La synthèse de l'ammoniac se fait à une grande température. On ne va pas l'étudier bien sûr dans ce cas, c'est un exemple. 2. Stopper une transformation chimique rapide ou diminuer sa vitesse. On peut stopper, ici la première application des facteurs cinétiques, augmenter ou bien ralentir une réaction, augmenter la vitesse d'une réaction. Ici, stopper, ça veut dire arrêter une transformation chimique rapide ou diminuer sa vitesse. Donc, c'est la deuxième application. On peut stopper une transformation chimique rapide ou diminuer sa vitesse ou contrôler une transformation chimique dangereuse en diminuant la température du milieu, parce que en diminuant la température, la vitesse de la transformation va baisser. Ou en diluant le mélange réactif. En diluant, ça veut dire on fait une dilution. Diluer, ça veut dire diminuer la concentration. Même chose, la dilution, ou bien en diluant le mélange réactionnel, on va baisser la vitesse de la réaction. Exemple, à température ambiante, les composés chimiques contenus dans les aliments s'altèrent et se dégradent. Bien sûr, cette altération et cette dégradation des aliments à température ambiante est due à des réactions provoquées par les bactéries. On observe bien sûr diverses transformations chimiques. Afin d'éviter ces transformations indésirables, on ne veut pas que les aliments s'altèrent ou se dégradent. C'est pour cela qu'on conserve les aliments à basse température, bien sûr, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur, bien sûr, pour stopper les réactions dues
au bac tiré. La leçon est terminée. C'était le dernier paragraphe du chapitre transformation rapide et transformation lente. Vous avez sous la vidéo un lien qui contient le fichier de secours bien détaillé. On se verra, Inch'Allah, et à bientôt.